groupe H se jouera entre le Portugal, l'Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud. Un groupe qui nous emmène aux quatre coins du monde et qui constitue des rencontres qui ont déjà eu lieu dans le passé. En effet, l'Uruguay a eu la chance de rencontrer positivement chacune de ses équipes en phase finale de Coupe du Monde. En 2010, la Céleste élimine la Corée du Sud en huitième de finale 2-1, puis le Ghana en quart de finale dans un contexte particulier marqué par le sacrifice de Luis Suarez pour arrêter une frappe cadrée. Et plus récemment, elle élimine le Portugal en huitième de finale lors du Mondial 2018 avec un très grand Cavani. De même, le Ghana et le Portugal s'étaient déjà retrouvés en 2014 avec une victoire portugaise 2-1. Bref, vous l'aurez compris, toutes ces équipes se connaissent déjà très bien dans la compétition. Le premier match se jouera alors le 24 novembre avec un alléchant Uruguay-Corée du Sud suivi de Portugal-Ghana un peu plus tard dans la journée. La Corée du Sud fait partie du paysage mondial depuis 1986. Depuis, elle a même toujours participé à une phase finale de Coupe du Monde. Pourtant, elle doit attendre 2002, alors pays hôte, avec le Japon, pour connaître enfin une première victoire en match officiel. Durant cette édition, la sélection de Jussi Dink déjoue tout pronostic, en battant d'abord le Portugal, puis la Pologne pour se hisser en huitième de finale. Ensuite, c'est une succession de victoires sur l'Italie au bout du temps réglementaire, puis sur l'Espagne en quart de finale pour finalement terminer quatrième de la compétition derrière la Turquie. Elle aura montré du courage et aura permis de révéler des joueurs comme Park Jin-soon ou le capitaine Young Myu-bo. La suite n'est pas aussi glorieuse avec des éliminations précoces en groupe, mais les Coréens restent sur une victoire de prestige 2-0 contre les Allemands en 2018. Classée aujourd'hui à la 28e place à la FIFA, la Corée du Sud compte sur Min Jae-kim en défense centrale et sur Hae Min-son devant. Après un premier match nul à domicile contre l'Irak et une victoire poussive 1-0 contre le Liban, la Corée du Sud a eu du mal à se mettre en jambes dans ses qualifications. Le premier vrai test à Téhéran en Iran se résume même sur un match nul un partout, en contenant surtout les attaques adverses et en concentrant ses efforts offensifs sur le capitaine Son. Suite à ça, la sélection de Paulo Bento ne fait plus de faux pas et s'impose même 2-0 contre l'Iran au match retour. Avec plus de 9 points d'avance sur le troisième, la Corée est qualifiée pour Qatar et la dernière défaite contre les Émirats Arabes Unis n'aura finalement aucune incidence, si ce n'est de terminer deuxième de ce groupe A derrière l'Iran. Paulo Bento fait partie de ces sélectionneurs portugais qui s'exportent très bien hors du pays. Après des premiers succès avec le Sporting Portugal entre 2005 et 2009, couronné de 2 titres de Coupe de Portugal, il prend les commandes de la sélection portugaise après le Mondial 2010. Mais sans briller, il conduit cette même sélection vers un échec cuisant en phase de groupe du Mondial 2014 avec notamment une défaite 4-0 contre l'Allemagne. Le divorce avec le Portugal est acté et Bento cumule alors une courte expérience en Grèce avant d'être le sélectionneur attitré de la Corée du Sud juste après le Mondial en Russie. En apportant son expérience européenne, il tente de donner une dimension différente à cette sélection asiatique en tentant un jeu plus direct et de construire un jeu basé sur le collectif plutôt que sur les performances individuelles. Paulo Bento est toujours en train de ficeler un système de jeu stable pour permettre de prendre le dessus sur ses opposants. Il y a pour le moment de fortes chances qu'il se dirige vers un 4-2-3-1, plus stable de partout et avec un milieu supplémentaire capable d'équilibrer le jeu et d'apporter plus de flexibilité si la situation s'y apprête. Sachant aussi que le jeu de possession ne devrait pas jouer en leur faveur contre des équipes comme le Portugal ou l'Uruguay, les ailiers coréens doivent être capables de redescendre bas pour aider les latéraux. Cette stabilité derrière permet de récupérer le ballon et de lancer en profondeur des joueurs offensifs comme Hae Min-son, capables de fixer et de marquer sur contre. La Corée du Sud a un groupe très mature, ayant une motivation supplémentaire de bien faire pour ce mondial. En défense, l'un des tauliers de cette sélection est Kim Min-jae, qui brille du côté du Napoli. Ses qualités défensives sont impressionnantes et on en fait presque oublier le départ de Koulibaly l'été dernier.
C'est un vrai battant aussi bien dans les dégagements, les tacles que le jeu aérien. Il est toujours bien en place et figure aisément parmi le top 20 des meilleurs défenseurs de ce début de saison. Woo Young-joon, qui joue dans le championnat qatari, a eu le privilège d'être entraîné par Xavi. Son expérience du haut niveau lui permet de tenir à lui seul l'entrejeu, il rassure par ses prises de position et libère ses partenaires de certaines tâches défensives. Won Him-bom aussi est un joueur polyvalent, capable de jouer aussi bien meneur que relayeur. Il est cet élément capable de chipper le ballon dans les pieds adverses. C'est lui qui est en charge d'assurer le jeu de transition, soit en exécutant une passe rapide vers l'avant, soit en prenant du volume de jeu au milieu de terrain. Et enfin, la véritable star, celui qui éblouit Tottenham en première ligue, Hwang Min-son. Il est cet attaquant très complet, capable aussi bien de jouer pour ses partenaires que de planter un but sur une attaque éclair. Il est très habile balle au pied et peut facilement se trouver en position de frapper. Ses mouvements sont toujours très difficiles à suivre et il aura l'occasion de devenir le meilleur buteur coréen en Coupe du Monde s'il plante à nouveau. La Corée du Sud dispose d'un jeu équilibré, capable de tenir le ballon et d'être très solide derrière. La sélection encaisse peu de buts contre les équipes du même niveau. Ils font preuve de beaucoup de sérieux et tentent de bâtir un jeu propre, quitte à changer le rythme du match. La stabilité du maintien de Paulo Bento sur tout un cycle de Coupe du Monde est un bon signe. Avant lui, la sélection avait changé 6 fois de coach en 8 ans. Leur fédération a appris à être patiente et à faire confiance à un coach européen. Et même s'il est critiqué, il a pu travailler plusieurs systèmes et s'accommoder au jeu coréen. Mais c'est vrai que les résultats amicaux récents ont pourtant démontré des failles dans le jeu coréen. Même si ces matchs ne prouvent rien, la Corée du Sud a pris le bouillon à domicile contre le Brésil. 5-1, prouvant qu'ils ont encore du mal contre l'adversité. Ils peuvent se faire bouger facilement derrière si la cohésion d'équipe est inexistante. La Corée du Sud reste très régulière en Coupe du Monde et reste un adversaire coriace. Ils ne sont pas à prendre à la légère et peuvent créer la surprise. L'unité sera la clé pour eux et doivent prendre un maximum de points contre les équipes du même acabit. De plus, si Hwang Min-son revient bien, ils auront une arme offensive de classe mondiale dans leur rang. L'Uruguay fait partie du paysage footballistique depuis bien longtemps. Considérée comme la meilleure nation au monde dans les années 1920, elle remporte la toute première édition de Coupe du Monde en 1930 devant son public. Plus tard, en 1950, elle provoque une marée d'insultes dans le stade mythique du Maracanã en s'imposant 2-1 face aux locaux brésiliens pour décrocher leur deuxième titre de champion du monde. Après des années sans participation, son état de gloire refait surface lors du Mondial 2010, où elle déchaîne les passions par son football total marqué par le trio Suarez, Cavani, Forlán. Ensemble, ils décrochent une belle 4e place en 2010, suivie d'une Copa América en 2011. Aujourd'hui, le succès n'est plus aussi garanti qu'auparavant, mais la Céleste ne cesse de fournir des jeunes talents qui font déjà la sensation dans les grands clubs européens. Tous ensemble, ils tournent autour de la 10e place pour être placés à la 14e position en 2022. Le parcours de qualification de l'Uruguay n'a pas été un fleuve tranquille. Une première victoire étriquée à la 94e minute contre le Chili 2-1, puis des défaites contre le Brésil et l'Équateur. Oscar Tavares, alors en place au début des qualifications, ne trouve plus le même apport offensif qu'auparavant. L'efficacité est faible et les tirs cadrés sont inexistants, d'où des tristes 0-0 contre le Paraguay ou encore le Venezuela. En 9 matchs, soit la phase aller, ils ne gagneront que 3 fois. La phase retour n'arrange rien du tout. Des défaites contre la Bolivie 3-0, l'Argentine 3-0 ou encore un match contre le Brésil perdu 4-1. Pour que l'Uruguay se retrouve alors 7ème au classement de ses éliminatoires. En conséquence, la fédération uruguayenne remercie Tavares et donne alors sa chance à Diego Alonso en décembre 2021. Les 4 matchs restants de 2022 seront alors concluants, avec 4 victoires acquises face aux concurrents directs péruviens ou encore chiliens. La Céleste a eu très chaud, mais elle y a écrit jusqu'au bout, en prenant même la 3ème place de ce groupe, prouvant une nouvelle fois que ce groupe de qualification n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Diego Alonso a été l'homme de la situation.
influant une nouvelle dynamique à la sélection uruguayenne. Mais avant ça, le jeune coach a su officier du côté du Mexique, à Pachuca, en prenant le titre du tournoi local, puis la Ligue des champions de la CONCACAF en 2017. Il répétera la même opération avec un autre club mexicain de Monterrey en 2019. Diego Alonso aime entraîner, c'est une véritable passion qui se dégage en lui. Il travaille, étudie les autres équipes et fait en sorte à adapter sa tactique sur chaque rencontre. C'est aussi un vrai communicant qui privilège davantage le dialogue personnalisé avec chacun de ses joueurs. Il aime garder cette proximité et veut faire en sorte que chacun de ses joueurs joue à la perfection. Si son équipe n'a perdu aucun match officiel depuis sa prise de fonction, c'est qu'il y a bien une raison. Diego Alonso a réinstauré une nouvelle dynamique qui se ressent surtout dans le jeu proposé. Tout semble aller beaucoup plus vite qu'avant et beaucoup mieux organisé. Le jeu a tendance à se dessiner en 4-4-2 mais peut tendre vers un 4-3-3 selon les équipes adverses. Le groupe s'appuie davantage sur l'expérience de ses joueurs, notamment derrière avec Diego Godín ou Jiménez, qui se connaissaient déjà très bien du côté de l'Atlético. Le jeu se construit d'ailleurs de derrière avec une volonté de garder le pied sur le ballon et de faire jouer l'ensemble de l'effectif. Et forcément au milieu, avec des relayeurs comme Bentancur ou Valverde, cela facilite la tâche. Ces joueurs sont capables de tenir le ballon sur plusieurs mètres et de trouver aussi bien une solution axiale que latérale. Enfin, les deux avançants devront jouer détachés. Quand un attaquant comme Núñez prendra plus la profondeur, un Suarez devra redescendre plus bas pour avoir le ballon. Les mouvements sont la clé de la tactique uruguayenne pour déstabiliser le groupe en face. L'Uruguay combine un effectif expérimenté combiné avec la future génération du football mondial. Outre l'éternel Muslera et ses centres en sélection, c'est bien le portier du national Sergio Rocher qui aura une place dans les cages de l'Uruguay. Derrière, on peut aussi compter sur Diego Godín, impérial défenseur central et capitaine de cette sélection, qui sait quand même user de l'habilité de repousser le ballon de la tête et d'être toujours très juste dans ses interventions. La relève sera aussi assurée par Ronald Araujo, appelé par le coach malgré sa blessure récente. Enfin, Jiménez complétera ce trio défensif déjà bien huilé. Au milieu, le double pivot dévastateur avec Rodrigo Bentancur qui s'offre une nouvelle carrière du côté de Tottenham, mais surtout Federico Valverde qui déchaîne les passions du côté de Madrid. Capable d'évoluer sur tous les compartiments du terrain, le Madrilène est un joueur très complet, se rendant disponible de partout. Doté aussi d'une belle lecture de jeu, de vision et du sens du but, il détonne sur chaque action. Et on retient surtout ses coups de pétard pour marquer des buts d'anthologie. Enfin, devant, le jeune Pellistri gagne du terrain sur le côté droit de l'équipe pour apporter son insouciance devant. Mais les expérimentés Cavani et Suarez, toujours fidèles au poste avec plus de 100 sélections et 50 buts chacun, démontrent qu'ils ont toujours les qualités pour briller. Ce sont des joueurs qui ont le sens du but et qui sont capables de marquer dans n'importe quelle situation. Ils seront épaulés par le jeune Darwin Núñez, révélation de la saison précédente, qui, par son grand gabarit, est capable de couper un centre pour mettre le ballon dans le filet. L'impulsion emmenée par le nouveau coach est un point très positif. On sent un groupe ambitieux capable de faire de belles choses. En plus des individualités, ils sont aussi bien en place collectivement. Les résultats en 2022 parlent pour eux. Malgré une défaite contre l'Iran en septembre dernier, la formation de Diego Alonso culmine déjà 7 victoires en 9 rencontres. D'autant plus que l'équipe n'a encaissé que 2 petits buts. De quoi arriver au Qatar avec un regain de confiance. Mais attention parce que même si le 11 titulaire semble être féroce, il est difficile de vraiment juger l'état du banc de touche. Dans ce genre de compétition, les remplaçants ont aussi un mot à dire. Et est-ce qu'ils seront capables de bousculer les rencontres ? À voir. L'Uruguay a toutes les armes en main pour aller le plus loin possible et devenir même cette surprise. Ils ont clairement les intentions de terminer en tête de ce groupe A. La confiance a repris le dessus et cela fait plaisir à voir. Surtout si les jeunes individualités s'élèvent davantage, comme notamment les gestuels techniques d'un Pellistri, les frappes canons d'un Valverde ou l'efficacité d'un Darwin Núñez. Un combo jeunesse-expérience déjà très valorisant. Le Ghana fait son grand retour après avoir manqué le rendez-vous de 2018.
Les résultats récents ne leur ont pas toujours permis de prendre des points et se retrouvent même aujourd'hui 61e à la FIFA, soit la nation la moins bien classée de ce mondial. Pourtant en Coupe du Monde, le Ghana a toujours fait bonne sensation. 8e de finale pour leur première participation en 2006, puis quart de finale en 2010 en éliminant les États-Unis en 8e de finale avant de se faire injustement sortir par l'Uruguay en quart de finale. Aujourd'hui, le Ghana tente de ramener dans leur rang des joueurs venant du monde entier comme le néo-anglais Tariq Lamptey ou le néo-espagnol Iñaki Williams. Les Black Stars préviennent tout le monde, il ne sera donc pas facile de les sortir au stade de la phase de groupe. En phase de qualification, le Ghana se retrouve avec l'Éthiopie, la Zimbabwe ou encore l'Afrique du Sud. Ces derniers vont d'ailleurs leur donner du fil à retordre pendant les deux rencontres. En effet, les Black Stars vont d'abord s'incliner lors du match aller 1-0 avec un but encaissé en toute fin de match. Peu importe pour les partenaires de Thomas Partey, ils arrivent à enchaîner des victoires de prestige sur la Zimbabwe 3-1, mais devront faire match nul contre l'Éthiopie 1-1. Lors du dernier match, considéré comme la finale du groupe, André Ayew marquera sur un penalty très généreux accordé par l'arbitrage pour gagner 1-0 et finir en tête du groupe. L'Afrique du Sud demandera à ce que ce match soit rejoué, mais il n'en sera rien. Le Ghana est alors en barrage et doit se défaire du Nigeria. Lors du match aller, le Nigeria pousse, mais le Ghana résiste et s'en sort avec un match nul à domicile 0-0. Au match retour, Thomas Partey va ouvrir le score rapidement, obligeant les Super Eagles du Nigeria à être plus pressants devant. Malgré une forte possession, le Nigeria n'y parviendra pas. Et le Ghana se qualifie pour la 4e mondiale de leur histoire grâce à la règle du but à l'extérieur. Otto Addo, de nationalité allemande et ghanéenne, a passé toute sa carrière du côté de la Bundesliga en évoluant en milieu offensif sous les couleurs du Borussia Dortmund. Après avoir raccroché les crampons en 2008, il se dirige vers les bancs de touche, d'abord en tant qu'assistant, puis en tant que scout pour dénicher les nouveaux talents ghanéens. Après l'échec du Ghana à la CAN, il prend alors les rênes de la sélection en mars dernier et qualifie son équipe pour Qatar. Il a utilisé ses talents pour ramener de nombreux joueurs de parenté ghanéenne et a su user son expertise pour ramener des Salisu, Williams, Lamptey, Odoi ou bien encore Fatawu. Et même si la tendance a toujours rappelé qu'il est un coach et non un scout, son passé a souvent tendance à le rattraper quand son équipe ne tourne pas rond sur le terrain. Il est fort à parier que l'équipe du Ghana sera bien différente de ce qu'elle a proposé lors de la dernière CAN sous le coach Radjevac. Avec de nombreux talents qui ont été appelés, le système pourrait alors évoluer dans une sorte de 4-2-3-1, avec un double pivot dévastateur comme Partey et le jeune Kudus, ou encore un trio offensif expérimenté avec les frères Ayew combinés avec les nouveaux venants Souleymana et Iñaki Williams. L'idée sera d'articuler le jeu autour du double pivot, l'une des forces physiques de cette équipe. Ils doivent être capables de tenir le ballon pour aspirer 1 à 2 joueurs sur eux et ouvrir des espaces pour les offensifs. Le jeu doit être exécuté de manière précise et rapide et faire en sorte à utiliser la vivacité des attaquants. Sans le ballon, le système devrait être remanié en 4-5-1 pour vraiment bloquer au maximum le jeu axial adverse. Beaucoup de joueurs ont profité de leur participation à la Coupe du Monde pour prendre la nationalité ghanéenne. Le Ghana a ainsi pu compter sur l'arrivée de l'ancien joueur belge Odoi qui, du haut de ses 34 ans, dispose encore de qualités défensives et pourra apporter son expérience pendant la Coupe du Monde. Au milieu, la future génération ghanéenne est là avec Mohamed Kudus. À seulement 18 ans, il éblouit déjà l'Ajax par sa polyvalence et son habilité à garder le ballon. Quand Partey sera plus en retrait, Mohamed Kudus aura plus de liberté de jouer en haut pour demander le ballon. Il est adroit et répond parfaitement aux exigences du haut niveau. À ses côtés, on a déjà évoqué Thomas Partey. Lui qui va enfin connaître une Coupe du Monde se doit d'être le garant du milieu de terrain. On attend à ce qu'il participe activement au jeu de son équipe, aussi bien dans les phases défensives que offensives. Il se doit de donner du volume de jeu au milieu et de faire tourner le ballon rapidement. Un autre jeune joueur qui monte en puissance est Issahaku Fatawu, que l'on voit de plus en plus du côté du Sporting Club. Avec son sens du dribble et sa capacité à effacer ses adversaires en 1 contre 1, ce gaucher prometteur devrait encore poser bien des problèmes aux défenses adverses dans les mois à venir.
À voir s'il pourra négocier une place de titulaire, mais dans tous les cas, il sera un super joker de luxe. André Ayew, lui, fait partie des meubles de la sélection ghanéenne. Son fort tempérament peut être une qualité comme un défaut. Il a le sens du but et peut facilement porter le ballon vers l'avant. Néanmoins, avec le brassard de capitaine, il va devoir se canaliser davantage et aider les plus jeunes à s'adapter sur leur nouvelle couleur. Enfin, devant, Iñaki Williams, lui qui a passé toute sa carrière sous le maillot de l'Athletic Bilbao, n'a pourtant jamais pu porter le maillot de la Roja. Peu importe, l'opportunité du Ghana était beaucoup trop belle. Lui qui démontre des qualités offensives combinées par sa vivacité d'exécution pourra faire la différence en 1 contre 1 ou bien permettre à son équipe de lancer des contres dévastateurs. Il sera particulièrement attendu en attaque aux côtés de Jordan Ayew ou Selemana. Le Ghana vient avec un nouveau visage. Tout a beaucoup changé en quelques mois. Que ce soit au niveau du coach ou des joueurs, le Ghana se veut d'être plus ambitieux avant de débuter ce mondial. Cette Coupe du Monde servira aussi de voir des talents de demain qui risquent d'émerger au niveau mondial dans quelques années. Si on apprend déjà à connaître Kudus ou Fataoud à seulement 18 ans, on peut aussi mettre en lumière Souleymana, 22 ans, Lamptey, 22 ans, Daniel Afriyie, 21 ans ou encore Seydou, 22 ans. Mais attention parce que si on doit analyser les résultats récents, les performances désastreuses de la dernière CAN ne sont pas à mettre en avant. Les Black Stars s'étaient trompés sur toute la ligne en mettant les nerfs à bout contre le Gabon ou en perdant contre les Comores. On espère vraiment voir un nouveau visage pour Qatar. Après une absence en 2018, le Ghana espère renouer avec les succès d'antan. Il faudra s'adapter rapidement et éviter de trop tergiverser dans chaque compartiment du jeu. Le talent existe, à voir maintenant comment cela va se coulisser collectivement. Au fur et à mesure des années, le football portugais nous a toujours garanti des talents. Bien évidemment, Cristiano Ronaldo aujourd'hui, mais on n'oublie pas les Pep, Figo ou autres Eusebio, qui ont tous marqué les esprits en sélection. Et pourtant, sur la scène mondiale, le Portugal a eu du mal à se faire un nom. Une première participation en 1966, couronnée tout de même d'une belle 3e place, amenée par les 9 buts de Eusebio. Ensuite, malgré une participation en 1986, le Portugal ne brille pas avant 2002. Et depuis, elle enchaîne les participations avec uniquement un seul résultat convaincant, et c'était en 2006 avec leur belle 4e place. La sélection portugaise doit encore progresser, mais avec la nouvelle génération qui arrive, la relève est déjà assurée. Le Portugal n'aurait jamais dû se créer autant de problèmes pour se qualifier. D'abord, le match nul de partout contre la Serbie, sous contexte polémique, n'a pas aidé dans les calculs. Ensuite, un match nul en Irlande n'a pas conforté les partenaires de Bruno Fernandes à rester en tête. Enfin, ils perdent tout lors du dernier match à domicile contre la même équipe serbe avec un but encaissé à la dernière minute, les obligeant à passer par le match de barrage. Et dans cette formule inédite, le Portugal affronte d'abord la Turquie. En dominant les débats dans ce match à sens unique, le Portugal a logiquement pris le dessus avec des frappes de Bruno ou encore Jota. Costa arrêtera même un pénalty en fin de match. Et en finale de barrage, le Portugal est surpris, ou même chanceux, de jouer contre le bloc bien bas de la Macédoine du Nord, vainqueur de l'Italie. Bruno Fernandes trouvera alors le filet une fois, puis une seconde fois à l'heure de jeu pour anéantir tout espoir macédonien. Le Portugal peut exulter, ils vont participer à leur 7e Coupe du Monde. Fernando Santos fait partie de ces sélectionneurs ayant une grande longévité sur le banc de touche de sa sélection. Avant de prendre en main la sélection en 2014, Fernando Santos a œuvré avec succès du côté de Porto, mais a aussi pris en main les clubs rivaux Sporting et Benfica tout au long de sa carrière. Mais il est vrai que sa carrière prendra un tournant, surtout en 2016, en décrochant l'Euro, ce qui lui assure une immunité au pays, aux grandes dames de certains supporters qui n'adhèrent plus vraiment à la tactique Santos en 2022. Néanmoins, il reste positif dans ses propos et assure que le meilleur reste à venir pour la sélection portugaise. Ce qui est sûr, c'est que Fernando Santos ne manque pas de choix dans tous les compartiments du jeu. Et comme formule gagnante, on devrait retrouver un jeu en 4-3-3.
même s'il est vrai que ce système de jeu a tendance à défavoriser les qualités de son meneur de jeu, Bruno Fernandes. Néanmoins, la tactique sera de jouer constamment vers l'avant et de mettre un maximum d'éléments dans le dernier tiers adverse. Beaucoup de joueurs sont capables de tenir le ballon sur de longues distances et de combiner proprement quand la situation s'y apprête. Rajoutez à cela les latéraux qui ont l'habitude de monter très haut pour apporter le surnombre dans la surface et cela peut faire des attaques placées de qualité. Attention quand même à ne pas manquer aux fondamentaux défensifs et de se replier rapidement. Le gardien de but, celui qui a pris l'ascendant en sélection et délaissant même le champion d'Europe Rui Patricio sur le banc, est bien Diogo Costa, le portier du FC Porto. Il fait preuve de grande détermination à chaque instant, capable d'arrêts réflexes et surtout grand partisan des arrêts sur penalty. Déjà figure à Porto, il veut maintenant s'imposer en sélection. En défense centrale, il y a du très lourd. Outre Pep, 38 ans, on peut noter le très jeune prometteur Antonio Silva, mais surtout Ruben Dias, meilleur joueur de Première Ligue en 2021. Ses caractéristiques défensives l'amènent souvent à prendre le dessus sur chaque adversaire. Il fait très peu de fautes et ses tacles sont toujours bien négociés pour stopper le jeu correctement. De plus, Ruben Dias s'impose comme un vrai leader de la défense, toujours là pour recadrer ses partenaires sur le terrain. Sur les côtés, comment ne pas citer son partenaire en club, Joao Cancelo, sûrement le meilleur latéral du monde en ce moment. Réputé pour ses tâches offensives et ses débordements constants pour déséquilibrer le bloc adverse, il possède surtout un pied droit de qualité qui peut se transformer en centre ou bien en grosse frappe aux abords de la surface. Rafael Guerreiro, le dynamique Nuno Mendes ou bien encore Diogo Dalot seront les autres latéraux. Au milieu de terrain, il y a encore le choix avec certes William Carvalho, Ruben Neves ou encore Vitinha. Mais c'est surtout les prestations offensives d'un Bruno Fernandes qui vont détonner. Dans une position axiale juste derrière l'avant-centre, le Mancunien est le moteur du jeu. Il est celui qui va donner le tempo et se rend disponible dans tous les bons coups. Rajoutez à ça sa qualité de passe et tout ira bien pour la sélection. On peut aussi rajouter Bernardo Silva, joueur polyvalent capable aussi bien de jouer en milieu relayeur qu'en position de ailier. Le Citizen peut occuper toute l'étendue du terrain et courir sur chaque ballon. Il est toujours très concerné sur chaque action et l'avoir dans son équipe est un véritable avantage. Enfin, devant, l'absence de Diogo Jota va faire mal, mais il sera compensé par celle de Rafael Leao, qui allie puissance, rapidité et technicité pour prendre le dessus sur ses opposants. Enfin, la légende Cristiano Ronaldo va disputer son 5e mondial de sa carrière. Lui qui est encore à la recherche de ce trophée qui lui manque à son grand palmarès, voudra faire les choses bien. Même s'il n'a plus les jambes de 20 ans, il reste une menace devant les cages adverses par son jeu aérien et ses grosses frappes pour anéantir le gardien adverse. C'est toute une nation qui compte sur le meilleur buteur de l'histoire de ce sport. Le Portugal dispose d'une pléthore de stars, avec des légendes vivantes comme Cristiano ou Pep, des joueurs qui ont déjà prouvé en club comme Bernardo ou Bruno Fernandes, ou encore ceux qui grimpent en échelon comme Rafael Leao ou Gonçalo Ramos. La qualité est omniprésente. Le Portugal a aussi la particularité d'allier technique, créativité et leadership. Chaque joueur dispose de qualités personnelles et sont utiles pour motiver les autres partenaires. Ce qui est bien dans ce groupe, c'est qu'il y a beaucoup de grandes gueules, de grandes personnalités qui n'hésiteront pas à dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Mais il est vrai que le coach Fernando Santos est jugé pour être un manager en manque cruellement d'idées dans ses tactiques, sans jamais réussir à emballer les rencontres comme il devrait le faire. En donnant peut-être trop de crédit à Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il ne se tire pas lui-même une balle dans le pied ? Tout ça reste à méditer. Le Portugal a clairement les armes pour rivaliser contre n'importe quelle autre équipe de ce mondial. Elle connaît ses forces, cependant, elle doit encore se mettre à l'abri rapidement pour éviter d'avoir des mauvaises surprises pendant 90 minutes. Ce mondial marquera très certainement aussi la fin de carrière du déjà très grand Cristiano Ronaldo, donc à lui et à son pays de faire bonne sensation au Qatar. Dans ce groupe très exotique, il y a de fortes chances que les résultats soient très serrés. L'Uruguay a déjà convaincu en 2022 sous les ordres de son nouveau coach, alors que le Ghana, lui, tente d'écrire un nouveau chapitre.
La Corée du Sud, quant à elle, reste un grand habitué de la compétition, alors que le Portugal, lui, a des intentions de faire très mal tout au long de la Coupe du Monde. Ainsi, sans véritable surprise et pour respecter la hiérarchie mondiale, le Portugal terminera premier devant l'Uruguay, suivi de la Corée du Sud et enfin du Ghana.